Mon frère jumeau est apparu à ma porte couvert de bleu, les frères de sa femme le passaient à tabac depuis un an, alors on a échangé nos places et j'ai fait en sorte qu'il ne l'oublie jamais. D'accord Reddit, voici l'histoire, mon frère jumeau identique s'est pointé à mon appartement l'année dernière avec l'air de revenir d'une zone de guerre, il s'avère que les frères de sa femme l'utilisaient comme punching ball depuis plus de 12 mois, il m'a demandé d'échanger ma place avec la sienne pour pouvoir s'enfuir et guérir, j'ai accepté et j'ai passé cette semaine à vivre son cauchemar tout en documentant chaque instant, puis j'ai invité ces types à dîner et j'ai regardé leur monde s'effondrer. Voici comment ça s'est passé, je m'appelle Nicolas, 32 ans, homme, je travaille comme ingénieur en génie civil pour une entreprise de construction à Lyon, carrière correcte, propriétaire de mon appartement, je conduis une berline fiable et je mène une vie plutôt simple. Mon frère jumeau Étienne et moi sommes identiques, même taille, même carrure, même trait de visage jusqu'à la petite cicatrice au-dessus de notre sourcil gauche due à un accident de vélo dans notre enfance, en grandissant on passait notre temps à faire marcher les gens, on échangeait nos classes au lycée, on se faisait passer l'un pour l'autre lors des réunions de famille, nos parents arrivaient à nous distinguer mais la plupart des autres avaient du mal à moins de nous connaître vraiment. Très bien. Nous sommes restés proches pendant nos études supérieures et à l'âge adulte même si nos chemins professionnels ont divergé, Étienne s'est lancé dans le marketing, il a rencontré sa femme Karine lors d'un événement d'entreprise il y a environ 5 ans, ils se sont mariés après une romance éclair et ont eu une fille nommée Sophie qui vient d'avoir 4 ans. J'étais son témoin au mariage, je l'ai vu rayonner de bonheur en prononçant ses vœux, il semblait sincèrement satisfait de sa vie, bon travail, belle famille, jolie maison dans un quartier résidentiel en périphérie. C'est pourquoi je n'étais absolument pas préparé à ce qui s'est passé ce mardi soir de mars. J'étais assis à la table de ma cuisine en train d'examiner des plans pour un projet commercial quand j'ai entendu frapper, ce n'était pas le coup confiant d'un ami qui passe à l'improviste ou le tapotement rapide d'un livreur, c'était hésitant, presque désolé, comme si la personne de l'autre côté n'était pas sûre de mériter d'être là. Je me souviens avoir posé ma tasse de café et marché vers la porte avec ce vague sentiment de malaise qui s'installait déjà dans ma poitrine, quand j'ai ouvert cette porte je n'ai pas immédiatement reconnu la personne qui se tenait là, pas parce qu'il avait l'air différent de moi, nous sommes des jumeaux identiques, miroirs l'un de l'autre physiquement, mais parce que la personne en face de moi semblait diminuer, comme si quelqu'un avait pris mon frère confiant et prospère et l'avait vidé de l'intérieur. Ses épaules étaient voûtées, sa tête baissée, quand il a finalement levé les yeux vers moi j'ai vu les bleus, ce n'était pas le genre de marque qu'on se fait en trébuchant sur un meuble ou en se cognant contre une porte de placard, elles étaient délibérées, méthodiques, une floraison violet sombre s'étendait sur sa pommette gauche, les bords virant au jaune verdâtre maladif, sa lèvre inférieure était fendue, croûteuse de sang séché qui n'avait pas été correctement nettoyée. Quand il a changé de position j'ai remarqué comment il grimaçait, comment il tenait ses côtes comme si elles allaient s'ouvrir s'il bougeait trop vite, ses jointures étaient à vif, la peau écorchée par endroits, il y avait un regard hanté dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, même pas quand nous étions enfants et que les choses étaient vraiment dures après la mort de maman. C'était différent, c'était le regard de quelqu'un qui avait été systématiquement brisé sur une longue période, j'ai reculé sans réfléchir, ouvrant la porte plus grand, Étienne est passé devant moi dans l'appartement comme un fantôme dérivant à travers une vie à laquelle il n'appartenait plus, j'ai fermé la porte derrière lui, je l'ai verrouillée et je me suis tourné vers lui, il se tenait au milieu de mon salon, les bras enroulés autour de lui-même, fixant le sol. Le silence s'étirait, lourd et étouffant, jusqu'à ce que je parvienne enfin à prononcer son nom, il a tressailli au son de ma voix, cette petite réaction, si différente du frère confiant et charismatique que j'avais connu toute ma vie, m'a envoyé une pointe froide de peur droit dans le cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma voix est sortie plus rauque que prévu, aiguë d'inquiétude et d'un début de colère, il n'a pas répondu tout de suite, au lieu de cela il s'est laissé tomber sur le bord de mon canapé, bougeant prudemment comme si chaque partie de lui faisait mal, il a posé ses coudes sur ses genoux et a laissé sa tête pendre en avant, les mains jointes si fort que ses jointures ont blanchi. Quand il a finalement parlé sa voix était à peine au-dessus d'un murmure, brisé et à vif d'une manière qui me faisait mal à la poitrine, c'est les frères de Karine, a-t-il dit simplement, Bruno et Cédric, mon estomac s'est noué, je les connaissais vaguement, des types bruyants et envahissants qui dominaient chaque réunion de famille, qui parlaient plus fort que tout le monde et agissaient comme s'ils possédaient l'espace qu'ils occupaient. Bruno était l'aîné, probablement 35 ans, travaillait comme chef de chantier, Cédric était plus jeune, environ 30 ans, faisait quelque chose dans la vente, tous deux avaient cette confiance agressive qui vient du fait de n'avoir jamais été sérieusement défiés. J'avais toujours pensé qu'ils étaient juste le genre de personnes qu'on tolère parce qu'on y est obligé, pas parce qu'on le veut, mais là c'était tout autre chose. Au cours des 2 heures suivantes, Étienne m'a tout raconté, l'histoire sortait par fragments, sa voix se brisait, ses mains tremblaient alors qu'il décrivait ce qui se passait depuis un an, ça a commencé petit, expliqua-t-il,
une bousculade par-ci, un mot dur par-là, toujours présenté comme un jeu brutal entre hommes, toujours écarté comme une taquinerie fraternelle, il se moquait de lui lors des dîners de famille, rabaissait sa carrière dans le marketing, le traitait de mou, de faible, pas assez homme pour leur sœur. Karine riait parfois avec eux, ou pire, ne disait rien du tout, regardait juste ailleurs pendant qu'il le démolissait pièce par pièce. Étienne pensait pouvoir l'endurer, il se disait que s'il gardait la tête basse, restait calme, faisait ses preuves d'une manière ou d'une autre, il finirait par le laisser tranquille, mais ça a empiré. Ils ont commencé à venir à la maison à l'improviste, entrant comme s'ils étaient chez eux, se servant dans le frigo, changeant les chaînes de la télé, faisant comprendre à Étienne qu'il n'avait pas son mot à dire dans sa propre maison, il l'observait quand Karine n'était pas là, testant les limites, poussant plus fort à chaque fois. Un soir il y a environ 6 mois, Bruno a poussé Étienne contre un mur quand il leur a poliment demandé de partir parce que Sophie essayait de dormir à l'étage. Étienne a essayé de tenir bon, d'établir des limites de base, c'est là que le premier vrai passage à tabac a eu lieu, ils l'ont coincé dans le garage un samedi après-midi, lui ont dit qu'il faisait honte à la famille, qu'il avait besoin d'apprendre sa place, Cédric le tenait pendant que Bruno le frappait, méthodique et froid, comme s'il donnait une leçon plutôt que de perdre son sang-froid. Ils l'ont averti de ne rien dire à personne, surtout pas à Karine, ils ont dit que personne ne le croirait de toute façon, et que s'il essayait d'en faire un problème, il ferait en sorte qu'il perde tout, son mariage, sa fille, sa réputation, il le dépeindrait comme instable, violent, un menteur, et parce qu'ils étaient les frères de Karine, parce que la famille faisait toujours bloc autour des siens, Étienne savait qu'il pouvait le faire, il avait vu comment les parents de Karine, François et Patricia, adoraient Bruno et Cédric, comment ils ne pouvaient rien faire de mal à leurs yeux. Alors il est resté silencieux, il a encaissé les bleus, les menaces et l'humiliation, et il a essayé de survivre, les coups sont devenus plus fréquents, Bruno débarquait pendant que Karine était au travail, forçait l'entrée et utilisait Étienne comme défouloir pour n'importe quelle frustration qu'il ressentait ce jour-là. Cédric se joignait parfois à lui, maintenant Étienne au sol pendant que Bruno le travaillait au corps. Ils étaient prudents, surtout des coups au corps qui pouvaient être cachés sous les vêtements, des bleus occasionnels au visage qu'Étienne expliquait comme des accidents au travail ou de la maladresse à la maison. Karine remarquait les bleus mais acceptait ses explications sans poser de questions, peut-être qu'elle ne voulait pas voir la vérité, peut-être qu'elle était volontairement aveugle à ce que faisaient ses frères, quoi qu'il en soit elle n'a jamais insisté, jamais exigé de vrai. Réponse, jamais choisi de protéger son mari plutôt que de maintenir la paix avec sa famille. Le pire, m'a dit Étienne, c'était comment ils utilisaient Sophie comme moyen de pression, ils faisaient des menaces subtiles sur ce qui pourrait arriver à une petite fille si son père n'était pas prudent, ils parlaient de bataille pour la garde, de la façon dont les juges favorisent toujours la mère, de la facilité avec laquelle il serait possible de faire passer Étienne pour un parent inapte. Ces menaces le gardaient paralysé, piégé dans un cauchemar dont il ne pouvait pas se réveiller. J'ai peur tout le temps, a-t-il admis, la voix brisée, peur qu'ils aillent plus loin, peur qu'ils fassent du mal à Sophie, peur que Karine les choisisse plutôt que moi si je la force à choisir un camp, j'ai l'impression de me noyer et je ne vois pas d'issue. C'est là qu'il a levé les yeux vers moi, les yeux rouges et désespérés, et m'a demandé si je voulais l'aider, pas d'une manière vague et éventuelle, il avait besoin d'aide immédiatement, il a dit qu'il avait besoin de disparaître pendant un moment pour s'éloigner, respirer et comprendre quoi faire ensuite. Mais il ne pouvait pas juste partir, Bruno et Cédric s'en prendraient à lui, ou pire, ils passeraient leur frustration sur Sophie, il avait besoin de quelqu'un pour prendre sa place, juste pour un petit moment, juste assez longtemps pour gagner du temps, et parce que nous étions jumeaux, parce que nous avions passé toute notre vie à être confondus l'un avec l'autre, parce que personne en dehors de notre famille immédiate ne pouvait vraiment nous distinguer à moins de regarder de très près, il pensait que je pouvais peut-être le faire. Il me demandait de devenir lui, d'entrer dans sa vie, de porter son visage, d'endurer ce qu'il endurait pendant qu'il s'éclipsait quelque part en sécurité et essayait de guérir, j'aurais dû dire non, toute personne raisonnable l'aurait fait, le plan était fou, dangereux et juridiquement discutable au mieux, mais je n'ai pas dit non. J'ai regardé mon frère, mon jumeau, mon autre moitié, la personne avec qui j'avais partagé un utérus, qui me connaissait mieux que quiconque au monde, et j'ai vu à quel point il était brisé, j'ai vu les bleus, la peur et l'épuisement gravés dans chaque ligne de son visage. Je ne pouvais pas le laisser retourner seul dans cette maison, je ne pouvais pas laisser ces hommes continuer à lui faire du mal, à le broyer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, alors j'ai dit oui. Je lui ai dit que je le ferais, que j'échangerais ma place avec la sienne, que j'emménagerais dans sa vie, que j'affronterais ses bourreaux et que je lui achèterais le temps dont il avait besoin pour s'échapper, mais plus que ça, j'ai décidé que je ferais payer Bruno et Cédric pour ce qu'ils avaient fait. Je n'allais pas seulement survivre à sa place, j'allais tendre un piège, j'allais rassembler des preuves,
exposer leur cruauté et démanteler le pouvoir qu'ils détenaient sur lui, j'allais leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Nous avons passé les 3 jours suivants à planifier chaque détail avec une précision militaire. J'ai emménagé temporairement dans l'appartement d'Étienne pendant que nous nous préparions, utilisant mon appartement comme zone de transit pour l'équipement et la documentation dont nous aurions besoin. Étienne m'a guidé à travers chaque aspect des routines qui constituaient son existence quotidienne, de la façon dont il laçait ses chaussures à l'itinéraire spécifique qu'il prenait pour aller au travail en évitant certaines rues parce qu'elles ajoutaient du stress à sa matinée. Il m'a montré son espace de bureau à travers des photos et des vidéos qu'il avait prises discrètement avec son téléphone. J'ai mémorisé les noms de ses collègues, David qui était assis dans le box d'un accent grave côté et voulait toujours parler de sport, Linda de la comptabilité qui apportait des gâteaux faits maison tous les vendredis, sa patronne Jennifer qui avait des attentes irréalistes sur les délais. J'ai tout appris sur ses campagnes marketing en cours, je me suis familiarisé avec les clients qu'il gérait, j'ai étudié le jargon de l'industrie qu'il utilisait quotidiennement. Les soirées étaient consacrées à comprendre sa vie domestique. Étienne passait des vidéos de Sophie au dîner, pendant le temps de jeu, se préparant pour le lit. J'ai étudié comment il interagissait avec elle, les voix spécifiques qu'il utilisait en lisant différents personnages dans ses livres d'histoire, la façon dont il comptait à rebours à partir de 5 quand elle faisait traîner l'heure du coucher, comment il célébrait quand elle dessinait une nouvelle image. Sophie était obsédée par les dinosaures ces derniers temps, particulièrement les vélociraptors, et elle adorait dessiner des scènes élaborées d'eux dans la jungle. Elle avait un tricératops en peluche nommé Monsieur Stompy qui allait partout avec elle. Karine était plus compliquée. Étienne m'a expliqué comment elle aimait son café, 2 sucres, un nuage de lait, servi dans la tasse bleue qu'elle avait reçue de ses parents. Elle travaillait comme coordinatrice de facturation dans un cabinet médical en centre-ville, partait généralement de la maison vers 7h30, rentrait vers 17h15. Elle détestait parler boulot à la maison, préférait regarder des émissions de télé-réalité le soir et avait pris l'habitude de faire défiler les réseaux sociaux sur son téléphone plutôt que d'engager une vraie conversation. Elle n'a pas toujours été comme ça, a dit doucement Étienne un soir. Quand on s'est marié on parlait pendant des heures, on faisait des projets, on rêvait de l'avenir, mais quelque part en cours de route elle a commencé à se retirer. Je pense que c'est quand ses frères ont commencé à venir plus souvent, elle les a choisis eux plutôt que moi, petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus grand-chose de nous. Le mariage s'effritait depuis au moins 2 ans, expliqua-t-il, de petits moments de déconnexion qui s'accumulaient avec le temps, Karine privilégiant les opinions de ses frères sur les sentiments d'Étienne, rejetant ses inquiétudes sur leur comportement intrusif. Faisant des blagues à ses dépens quand il se moquait de lui, traitant ça comme des taquineries fraternelles inoffensives au lieu du travail de sape systématique que c'était réellement. Plus important encore, Étienne m'a expliqué la dynamique avec Bruno et Cédric dans les moindres détails douloureux. Bruno se pointait généralement le mercredi soir, parfois le jeudi après-midi s'il avait pris sa journée. Il entrait sans frapper en utilisant la clé que Karine lui avait donnée la première année de leur mariage. Bruno établissait immédiatement sa domination en se servant de la nourriture, en commentant l'état de la maison, en posant des questions intrusives sur leurs finances ou leur mariage. L'intimidation physique commençait subtilement, se tenir trop près, reculer Étienne dans les coins pendant la conversation, le toucher de manière agressive déguisée en tapes amicales sur l'épaule qui était en fait juste assez forte pour faire mal. Si Karine n'était pas à la maison, Bruno passait à la vitesse supérieure, poussant Étienne contre les murs, attrapant le col de sa chemise, se mettant juste devant son visage tout en faisant des menaces sur ce qui arriverait s'il se plaignait jamais à Karine de leur visite. Cédric était différent, plus calculateur dans son approche, il se pointait le week-end, généralement le samedi matin quand Karine emmenait Sophie chez ses parents pour quelques heures. Cédric apportait des plats à emporter, agissait amicalement au début puis passait progressivement en mode interrogatoire. Il posait des questions sur les performances professionnelles d'Étienne, son salaire, sa planification de retraite, son adéquation en tant que mari et père. Chaque question était conçue pour miner et diminuer. C'est Cédric qui a menacé Sophie le premier, m'a dit Étienne, la voix tremblante au souvenir. Il l'a dit avec tant de désinvolture comme s'il commentait la météo, a juste mentionné combien il serait facile pour un enfant d'avoir un accident, combien ce serait tragique si quelque chose lui arrivait parce que son père ne pouvait pas la protéger correctement. Il souriait en le disant, Nicolas, il souriait comme s'il prenait plaisir à me voir réaliser à quel point j'étais impuissant. Les 2 frères avaient des clés, les 2 se sentaient autorisés à venir quand ils voulaient, et les 2 avaient rendu parfaitement clair que si jamais Étienne racontait à Karine toute l'étendue de ce qui se passait, il ferait en sorte qu'ils perdent tout. Ils avaient déjà discuté de la stratégie, comment il prétendrait qu'Étienne était mentalement instable, comment il présenterait ses inévitables blessures défensives comme la preuve qu'il était violent, comment il se peindrait comme des frères inquiets essayant de protéger leur sœur d'un mari violent.
C'était une campagne de terreur calculée et il s'en tirait parce qu'Étienne était paralysé par la peur de perdre Sophie et parce que personne dans la famille de Karine ne le croirait plutôt que ses frères. J'ai installé des caméras cachées dans toute la maison, de petits appareils conçus pour ressembler à des objets de tous les jours, une horloge sur la cheminée, un chargeur de téléphone sur le comptoir de la cuisine, un détecteur de fumée dans le couloir, tous enregistrant en continu sur un stockage cloud auquel moi seul pouvais accéder. J'ai acheté un petit enregistreur audio qui ressemblait à un stylo, je le gardais dans la poche de ma chemise chaque fois que j'étais à la maison, j'ai tout documenté, les bleus qu'Étienne avait déjà, son récit des incidents précédents, des copies des dossiers médicaux d'une visite aux urgences où il avait prétendu être tombé dans les escaliers. Le 4e jour, nous avons fait l'échange, Étienne s'est coupé les cheveux pour correspondre au style légèrement plus long que je portais, nous avons échangé vêtements, portefeuille, téléphone, clés, je l'ai conduit à un chalet isolé que j'avais loué à 3 heures au nord de Lyon dans les montagnes. Je l'ai aidé à s'installer avec des provisions pour un long séjour, l'endroit n'avait aucun lien avec aucun de nous deux, payé en liquide, assez isolé pour qu'il puisse décompresser sans regarder par-dessus son épaule constamment. Reste ici, lui ai-je dit alors que nous étions dans le petit salon du chalet, repose-toi, guéris, digère tout ça, je m'occupe de Bruno et Cédric, je documenterai tout ce qu'ils font et quand j'aurai assez de preuves, nous les détruirons légalement. Étienne m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire, de la gratitude mêlée à de la culpabilité mêlée à quelque chose comme de l'espoir, je ne sais pas comment te remercier pour ça, a-t-il dit. Tu n'as pas besoin de me remercier, tu es mon frère, maintenant va prendre une longue douche, dors dans un lit où tu te sens en sécurité et laisse-toi guérir, je prendrai des nouvelles tous les quelques jours. Je suis retourné à Lyon cet après-midi-là et j'ai emménagé dans la maison d'Étienne, Karine était au travail, Sophie à l'école maternelle, j'ai marché à travers les pièces, me familiarisant avec l'espace, la disposition, les petits détails qui m'aideraient à vendre l'illusion, les photos de famille au mur, les dessins de Sophie collés au réfrigérateur avec des aimants, les lunettes de lecture de Karine sur la table basse. Quand Karine est rentrée ce soir-là avec Sophie, j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner, des pâtes bolognaises, l'un des repas standards d'Étienne en semaine, j'avais pratiqué son langage corporel devant le miroir, les épaules légèrement voûtées, la façon dont il avait appris à se faire plus petit, moins menaçant, moins visible. Salut, ai-je dit quand elle est entrée, gardant ma voix égale et neutre, salut, a-t-elle répondu en me regardant à peine alors qu'elle posait son sac à main et aidait Sophie à enlever sa veste. La circulation était horrible, Sophie va te laver les mains pour le dîner. La petite de 4 ans a bondi vers la salle de bain et Karine s'est déplacée dans la cuisine avec l'efficacité rodée de quelqu'un qui effectue des gestes familiers, elle ne semblait rien remarquer de différent chez moi, pourquoi l'aurait-elle fait? Je faisais un excellent travail pour être Étienne, la version battue et prudente qu'il était devenu. Cette première soirée s'est passée sans incident majeur, j'ai lu son histoire du soir à Sophie, un livre sur un vélociraptor qui voulait être ballerine, en faisant les voix de tous les dinosaures exactement comme Étienne me l'avait appris. Sophie a ri au mouvement de danse ridicule du T-Rex et a serré Monsieur Stompy fort quand je l'ai bordé, elle m'a regardé avec une confiance totale et le poids de ce que je faisais m'a frappé de plein fouet, cette petite fille dépendait de son père pour la protéger et je devais maintenir l'illusion parfaitement pour la garder en sécurité. Karine regardait la télé dans le salon pendant que je nettoyais la cuisine, essuyant méthodiquement les comptoirs et chargeant le lave-vaisselle exactement comme Étienne disait qu'il le faisait tous les soirs, elle m'a à peine reconnu, absorbée dans une émission de télé-réalité sur des femmes riches se disputant à propos d'un traiteur, nous sommes allés nous coucher sans grande conversation, j'ai dormi dans la chambre d'amis prétendant que j'avais un rhume et que je ne voulais pas la rendre malade, une excuse qu'Étienne avait suggérée sachant que Karine avait une phobie des microbes et accueillerait la séparation sans poser de questions. La chambre d'amis est devenue mon centre d'opération, après que Karine se soit endormie je passais en revue les enregistrements de la journée, prenais des notes détaillées, sauvegardais tout sur plusieurs emplacements de stockage cloud, j'ai créé un tableur traçant chaque incident, chaque menace, chaque moment qui pourrait être utilisé comme preuve, date, heure, personne présente, mots exacts prononcés, actions physiques entreprises, tout documenté avec la précision que j'appliquais normalement au projet d'ingénierie. Bruno s'est pointé le mercredi soir, pile à l'heure, j'étais rentré du travail vers 18h, je réchauffais des restes au micro-ondes quand j'ai entendu sa clé dans la serrure, il est entré comme s'il était chez lui, n'a pas frappé ni annoncé sa présence, a juste marché dans la cuisine et a attrapé un soda dans le réfrigérateur sans demander. « Salut champion », a-t-il dit avec ce ton condescendant dont Étienne m'avait averti, Bruno était un grand gars, un M88, probablement 100 kilos, tout en muscles de salle de sport plutôt qu'en force fonctionnelle, il avait cette démarche fanfaronne de quelqu'un qui n'avait jamais été sérieusement défié.
Qui avait passé toute sa vie à s'en tirer avec un comportement de brute parce qu'il était plus grand et plus bruyant que tout le monde. Dure journée au bureau à pousser des papiers. J'ai gardé les yeux baissés, jouant le rôle qu'Étienne avait habité pendant plus d'1 an, juste long, beaucoup de réunions. Ouais, des réunions. Bruno a ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'il avait entendue de la journée. Ça doit être vraiment dur d'être assis dans des salles de conférence à parler de stratégie marketing pendant que les vrais hommes font un vrai travail. Mon équipe a coulé les fondations d'un immeuble de bureaux de 3 étages aujourd'hui, on a construit quelque chose de réel, tu vois, quelque chose qui va vraiment durer. L'implication était claire, la carrière d'Étienne n'avait aucun sens, son travail ne valait rien, il était moins qu'un homme parce qu'il ne faisait pas de travail manuel, c'était le même schéma qu'Étienne avait décrit, le même script que Bruno utilisait pour établir sa domination et faire sentir à son beau-frère qu'il était inférieur. Je n'ai pas répondu, juste concentré sur mon assiette de gratin réchauffée. Bruno a encerclé l'îlot de cuisine, entrant dans mon espace, me pressant contre le comptoir, c'était comme ça que ça commençait toujours, avait expliqué Étienne, de petites provocations conçues pour tester les limites et renforcer la dynamique de pouvoir. Karine travaille tard encore, a demandé Bruno, son ton suggérant qu'il connaissait déjà la réponse, elle sera à la maison vers 19h. Bien, faudrait pas qu'elle voie son mari être un loser aussi pathétique, pas vrai? Il m'a poussé l'épaule, pas assez fort pour vraiment faire mal mais assez agressivement pour être intimidant. Tu lui fais honte, tu sais que ma sœur mérite mieux qu'un geek du marketing tout mou qui ne peut pas se défendre, elle aurait pu épouser n'importe qui mais elle s'est contentée de toi. L'enregistreur dans ma poche capturait chaque mot avec une clarté parfaite. La caméra déguisée en horloge de cuisine enregistrait la vidéo en haute définition montrant la posture agressive de Bruno, son invasion de mon espace personnel, sa main sur mon épaule. Je l'ai laissé continuer sa routine, absorbant les insultes, répondant avec le langage corporel soumis qu'il attendait, épaules voûtées, yeux baissés, réponse verbale minimale qui ne provoquerait pas d'agression supplémentaire. Bruno a passé environ 20 minutes à établir sa domination, il a tout critiqué, la propreté de la cuisine, la nourriture que je mangeais, mes vêtements de travail, ma posture, mon existence générale, chaque insulte était conçue pour éroder l'estime de soi, pour renforcer l'idée qu'Étienne ne valait rien et devait être reconnaissant que Bruno et Cédric le tolèrent tout court. Quand la voiture de Karine s'est garée dans l'allée, l'attitude de Bruno a changé instantanément, il est devenu amical, jovial, le frère inquiet prenant juste des nouvelles de la famille de sa sœur, il m'a ébouriffé les cheveux dans un geste qui pouvait sembler affectueux pour un étranger mais qui était en fait une autre affirmation de domination, me traitant comme un enfant qui avait besoin de son approbation. Bonne discussion champion, a-t-il dit assez fort pour que Karine entende en franchissant la porte, je m'assure juste qu'on s'occupe bien de ma sœur, la famille doit veiller les uns sur les autres, pas vrai? Karine lui a souri, inconsciente ou ignorant délibérément ce qui venait de se passer, merci de passer Bruno, tu veux rester dîner? Nan, j'ai des plans mais je vous verrai ce week-end chez maman et papa, il m'a lancé un regard d'avertissement en partant, un rappel silencieux de garder ma bouche fermée sur tout ce qui venait de se passer. Après son départ, je me suis assis à table avec Karine et Sophie, jouant le rôle du mari et père soumis et battu tout en cataloguant intérieurement tout pour la confrontation éventuelle. Sophie babillait sur sa journée à l'école, quelque chose à propos de peinture au doigt et d'un ami qui avait apporté des gâteaux pour tout le monde, j'ai écouté et répondu de manière appropriée, maintenant l'illusion pendant que l'enregistreur dans ma poche continuait de documenter chaque instant de ma vie. Transformé. Cette nuit-là, après que Karine et Sophie se soient endormies, j'ai passé en revue les images et l'audio, c'était parfait, vidéo claire montrant l'agression de Bruno, audio impeccable capturant chaque insulte et menace, je l'ai ajouté à mon dossier de preuves grandissant, organisant tout chronologiquement, créant un récit qu'il serait impossible de nier ou de rejeter. J'ai suivi le même schéma pendant cette semaine, Bruno se pointait 2 fois par semaine, parfois seul, parfois avec Cédric, ils entraient, se moquaient de moi, me bousculaient, passaient parfois à la violence réelle, j'ai tout documenté, chaque insulte, chaque bousculade, chaque coup de poing, les caméras capturaient tout en haute définition. Cédric était différent de Bruno, moins ouvertement agressif mais plus calculateur, il faisait des menaces à propos de Sophie, parlait de la facilité avec laquelle il serait possible de prouver que j'étais un père inapte, décrivait en détail ce qui pourrait arriver dans une bataille pour la garde. Ces enregistrements étaient particulièrement accablants montrant la préméditation et l'abus psychologique. La violence physique a escaladé vers la 4e semaine, Bruno est arrivé en colère à propos de quelque chose à son travail et il s'est défoulé sur moi dans le garage, Cédric me tenait les bras pendant que Bruno me travaillait au corps, des coups au corps surtout, quelques coups au visage que je ne pouvais pas bloquer, j'ai laissé faire, serrant les dents, me concentrant sur l'enregistreur dans ma poche et la caméra que j'avais cachée dans le plafond du garage. Karine a vu les nouveaux bleus ce soir-là,
j'étais dans la salle de bain en train d'évaluer les dégâts quand elle est entrée. Pendant un moment j'ai pensé qu'elle poserait enfin les bonnes questions, qu'elle choisirait enfin de voir ce qui se passait réellement, mais au lieu de ça elle a juste soupiré et a dit « Tu dois faire plus attention ». Cette réponse m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa complicité. Elle ne participait pas activement à l'abus mais elle le permettait par un aveuglement volontaire. Elle avait choisi le mensonge confortable plutôt que la vérité inconfortable. À la 6e semaine j'avais des dizaines d'heures d'images et d'enregistrements audio. Bruno et Cédric m'avaient agressé cette fois, fait d'innombrables menaces et démontré un modèle clair d'abus soutenu. J'avais assez de preuves pour les enterrer légalement, maintenant j'avais juste besoin de déclencher le piège. Je l'ai planifié soigneusement. Les parents de Karine célébraient leur 40e anniversaire de mariage et toute la famille se réunissait pour un dîner chez eux. C'était l'opportunité parfaite, tout le monde au même endroit, aucun moyen pour Bruno et Cédric d'éviter la confrontation, exposition maximale pour leur crime. J'ai annoncé mon plan à Étienne lors de notre appel téléphonique nocturne. Il était hésitant au début, inquiet du potentiel de violence, mais je l'ai convaincu que c'était le moyen le plus sûr, exposition publique avec témoins, documentation prête à être remise aux autorités. La veille du dîner d'anniversaire j'ai tout préparé, édité les images les plus accablantes dans une vidéo compilation, organisé les enregistrements audio chronologiquement, compilé les dossiers hospitaliers et les photographies des blessures, j'ai gravé des copies sur plusieurs clés USB, téléchargé tout sur un stockage cloud sécurisé et préparé des dossiers pour la police, la famille de Karine et l'avocat du divorce d'Étienne. Oui, j'en avais déjà retenu un pour lui. Samedi soir je suis arrivé chez François et Patricia avec Karine et Sophie. L'endroit était plein de familles élargies et d'amis de la famille, probablement 40 personnes au total. Bruno et Cédric étaient déjà là, tenant la cour dans le salon, racontant une histoire qui faisait rire tout le monde. Quand ils m'ont vu entrer, Bruno a eu un sourire narquois et a fait un commentaire sur le fait que je me montrais enfin pour une fois. Cédric a marmonné quelque chose à son ami qui les a fait rire tous. Les deux, ils n'avaient aucune idée de ce qui arrivait. Le dîner était l'affaire de famille habituelle, trop de nourriture, trop de conversations en même temps, François racontant des histoires sur les premières années de son mariage pendant que Patricia rayonnait à côté de lui. J'ai joué mon rôle parfaitement, restant calme, gardant la tête basse, étant la version diminuée d'Étienne qu'ils attendaient tous. Après le dessert, François s'est levé pour faire un discours remerciant tout le monde d'être venu. Quand il a fini, je me suis levé aussi. La salle est devenue silencieuse, confuse, ce n'était pas au programme. J'aimerais dire quelque chose aussi, ai-je annoncé en gardant ma voix stable, à propos de la famille et de ce que signifie protéger les gens qu'on aime. Karine m'a lancé un regard d'avertissement, clairement mal à l'aise que j'attire l'attention. Bruno et Cédric ont échangé des regards, pensant probablement que j'allais m'embarrasser d'une manière ou d'une autre. J'ai sorti une petite télécommande et je l'ai pointée vers la télé fixée au mur de la salle à manger. Je m'étais arrangé avec François plutôt pour connecter un ordinateur portable prétendant que je voulais montrer des photos de famille. Il avait accepté sans poser de questions. Ces 7 dernières semaines, ai-je continué alors que l'écran s'animait, j'ai documenté quelque chose qui se passe dans cette famille, quelque chose que tout le monde ici a besoin de voir. La première vidéo a commencé à jouer, Bruno entrant chez Étienne sans invitation, commençant immédiatement son agression verbale. L'audio était clair comme de l'eau de roche, chaque insulte et menace capturée parfaitement. La salle est devenue complètement silencieuse alors que les gens regardaient. Patricia a halté, le visage de François est devenu rouge, Karine a pâli, Bruno a commencé à se lever mais son père lui a aboyé de s'asseoir et de regarder. La compilation a continué, cette semaine d'abus condensée en une présentation dévastatrice de 12 minutes, Bruno me poussant contre les murs, Cédric me tenant pendant que Bruno donnait des coups de poing, tous deux faisant des menaces explicites à propos de Sophie, à propos de détruire la vie d'Étienne s'il parlait un jour. Les images étaient indéniables, horodatées, montrant les visages clairement. Certaines femmes dans la salle ont commencé à pleurer. François avait l'air de faire une crise cardiaque, Bruno et Cédric étaient figés, leur visage passant par le choc, la colère et finalement la peur alors qu'ils réalisaient l'ampleur de ce qu'ils regardaient. Quand la vidéo s'est terminée, le silence était assourdissant. Je me suis tenu là devant 40 témoins et j'ai dit, Bruno et Cédric abusent systématiquement d'Étienne depuis plus d'1 an, ils l'ont battu, menacé, terrorisé sa fille, transformé sa maison en prison, et tout le monde dans cette famille, tout le monde a laissé faire. Bruno a explosé de sa chaise, le visage tordu de rage. C'est pas. Tu ne peux pas. C'est sorti de son contexte. Le contexte, ai-je répété calmement, s'il te plaît explique le contexte où il est acceptable de battre le mari de ta sœur et de menacer une enfant de 4 ans. Cédric a essayé une approche différente, se tournant vers ses parents avec désespoir. Papa c'est fou, il invente ça d'une manière ou d'une autre, on faisait juste. Juste quoi? Je l'ai interrompu,
juste terroriser quelqu'un pendant un an. Juste enfreindre plusieurs lois incluant coups et blessures, menaces de mort et violation de domicile? Tout ce que j'ai documenté et signalé à la police. C'est là que j'ai révélé la deuxième partie de mon plan. 2 officiers en uniforme ont franchi la porte d'entrée, je les avais contactés plus tôt, expliqué la situation, fourni des preuves préliminaires, ils avaient accepté d'attendre pendant le dîner mon signal. Les officiers se sont approchés de Bruno et Cédric, les informant qu'ils étaient en état d'arrestation pour violence volontaire, menaces et harcèlement. Bruno a commencé à hurler à propos d'avocats et de fausses accusations, Cédric est devenu pâle et silencieux, les deux ont été menottés pendant que leurs parents regardaient avec horreur, pendant que les amis et la famille élargie restaient figés, pendant que Karine sanglotait dans un coin. Alors qu'on les emmenait, Bruno s'est tourné vers moi avec une haine pure dans les yeux, « Tu vas regretter ça, on va te détruire au tribunal, on prendra tout ». Je l'ai regardé calmement et j'ai dit, « Vous avez déjà essayé de détruire quelqu'un pendant plus d'1 an, vous avez essayé de le briser pour qu'il se sente impuissant et sans valeur, mais je ne suis plus votre victime. » Le visage de Bruno est devenu vide de confusion à cette dernière déclaration, mais avant qu'il puisse traiter l'information, les officiers l'ont tiré vers la porte, les 2 frères ont été chargés dans des voitures de patrouille et emmenés. La maison était soudain beaucoup plus calme, juste le bruit doux de Patricia qui pleurait et des gens qui bougeaient mal à l'aise. Je me suis tourné vers les invités restants, je pense qu'il est temps que tout le monde parte. Si quelqu'un veut des copies des preuves pour sa propre compréhension de ce qui s'est passé, je peux fournir ça, sinon s'il vous plaît, partez. La plupart des gens ne pouvaient pas partir assez vite, offrant des condoléances maladroites ou des excuses ou fuyant juste sous le choc. Patricia s'est approchée de moi avant de partir, les larmes coulant sur son visage. « Je suis tellement désolée » a-t-elle dit la voix brisée, « je ne savais pas qu'il faisait ça. » Je l'ai regardé et j'ai vu une horreur sincère dans ses yeux. « Peut-être que vous ne connaissiez pas l'étendue de la chose » ai-je répondu, mais il y avait des signes, il y avait des moments où vous auriez pu poser des questions. Auriez pu vous demander pourquoi votre gendre avait l'air de plus en plus effrayé et abattu, ces signes étaient là, tout le monde a choisi de ne pas les voir. Elle a hoché la tête pleurant plus fort et est partie avec François qui n'avait toujours pas dit un mot, bientôt il n'y avait plus que moi et Karine dans le salon. Elle était assise sur le canapé, le visage bouffi d'avoir pleuré et m'a regardé avec quelque chose comme de la haine. « Comment as-tu pu faire ça à ma famille » a-t-elle demandé la voix tremblante, « On va tout perdre à cause de toi ». Je me suis assis en face d'elle soudainement épuisé alors que l'adrénaline qui me tenait commençait à s'estomper. « Karine, tes frères battent ton mari depuis plus d'1 an, ils ont terrorisé ta fille, ils ont transformé ta maison en un lieu de peur et de violence. Tu les as laissés faire, tu les as encouragés, tu as choisi leur approbation plutôt que la sécurité de ta famille, ça n'est pas arrivé à cause de moi, c'est arrivé à cause des choix que toi et tes frères avez fait encore et encore. » Elle a secoué la tête toujours dans le déni, mais ils essayaient juste de me protéger, de s'assurer que tu me traitais bien. J'ai laissé échapper un rire amer. Te protéger de quoi? D'un mari qui t'aimait et voulait construire une vie avec toi? Ils ne te protégeaient pas Karine, ils te contrôlaient et ils abusaient de lui et tu les as laissés faire parce que c'était plus facile que de leur tenir tête. Je me suis levé alors et je lui ai dit que les papiers du divorce seraient déposés dans la semaine, qu'Étienne demanderait la garde exclusive de Sophie et qu'elle devrait prendre un avocat. Elle m'a regardé avec confusion commençant à demander quelque chose, et c'est là que j'ai décidé de lui dire la vérité. Je ne suis pas ton mari, ai-je dit clairement, je suis son frère jumeau, Nicolas. Étienne est venu me voir il y a 7 semaines, couvert de bleu, terrifié, brisé, il m'a demandé d'échanger ma place avec lui pour pouvoir s'enfuir et guérir, alors je suis entré dans sa vie et j'ai pris sa place, j'ai vécu ici, encaissant les abus qu'il encaissait, documentant tout, montant un dossier pour détruire les hommes qui le détruisaient. J'ai regardé son visage passer par la confusion, l'incrédulité, le choc et enfin la compréhension, tu n'es pas. Tu es son frère. Tout ce temps. Tout ce que vous avez fait à Étienne ces 7 dernières semaines vous me l'avez fait à moi, ai-je continué, chaque coup, chaque insulte, chaque moment de cruauté, je l'ai pris pour lui et j'ai tout documenté, ton mari est en sécurité loin de toi et de tes frères, il guérit et j'ai rassemblé des preuves pour m'assurer que Bruno et Cédric affrontent les conséquences de ce qu'ils ont fait. Elle m'a fixé pendant un long moment et j'ai vu quelque chose se briser derrière ses yeux, une dernière pièce de déni qui volait en éclats, puis elle a mis son visage dans ses mains et a sangloté, je n'ai ressenti aucune sympathie, je lui ai dit que je resterais dans la maison cette nuit-là mais qu'elle devrait probablement aller chez ses parents. Je suis monté à l'étage dans la chambre d'amis que j'utilisais, derrière moi je l'entendais pleurer mais j'ai fermé la porte et j'ai coupé le son, c'était fini, je les avais exposés, déclenché le piège et ils avaient marché droit dedans, tout le reste découlerait de là. Les procédures judiciaires, les conséquences, la reconstruction. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Étienne au chalet,
il a répondu à la première sonnerie la voix serrée par l'anxiété, je lui ai tout raconté sur le dîner, l'épreuve, les réactions, Bruno et Cédric arrêtés, la complicité de Karine exposée, comment c'était enfin fini, il est resté silencieux un long moment, puis je l'ai entendu pleurer, de grands sanglots haletants de soulagement et de libération. Merci, a-t-il dit quand il a pu parler à nouveau, merci, je ne sais pas comment te remercier assez. Tu n'as pas besoin de me remercier, lui ai-je dit, tu es mon frère, je le referai sans hésiter, maintenant reste au chalet encore quelques jours pendant que les choses se tassent, ensuite tu pourras rentrer chez toi dans ton nouvel appartement. Je l'avais déjà aidé à obtenir un 2 pièces à l'autre bout de la ville, loin de Karine et de sa famille, un nouveau départ où il pourrait reconstruire sa vie et avoir un espace sûr pour Sophie pendant les visites de garde, nous avons parlé un moment encore, tous les deux traitant tout ça, épuisés et soulagés et luttant encore pour croire que c'était vraiment fini. Après avoir raccroché, je suis resté assis là dans la pièce calme, sentant les bleus me faire mal, sentant l'épuisement s'installer dans mes os et je me suis laissé respirer. Les suites judiciaires se sont déroulées au cours des mois suivants, Bruno et Cédric ont tous deux été inculpés de multiples délits, violence volontaire, menaces de mort, harcèlement moral, les preuves étaient accablantes, les deux ont fini par accepter une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité plutôt que de risquer un procès complet, Bruno a pris 18 mois de prison ferme plus 3 ans de mise à l'épreuve, Cédric a pris 14 mois plus mise à l'épreuve, il leur a été ordonné à tous. 2 de ne plus avoir aucun contact avec Étienne ou Sophie indéfiniment. Le divorce d'Étienne et Karine a été finalisé 4 mois plus tard, il a obtenu la garde physique exclusive de Sophie avec des droits de visite supervisés pour Karine. Le juge qui a examiné toutes les preuves a été consterné par la façon dont elle avait permis les abus et a clairement indiqué dans son jugement qu'Étienne était le parent stable et protecteur. Les parents de Karine, François et Patricia, ont en fait contacté Étienne par la suite, ils se sont excusés profusément, ont dit qu'ils avaient honte de leur fils et de leur propre aveuglement, ils voulaient maintenir une relation avec Sophie si Étienne le permettait, il a accepté des visites supervisées reconnaissant qu'ils étaient les grands-parents de Sophie et il semblait sincèrement plein de remords. Quant à moi je suis retourné à mon appartement et à ma vie normale, les bleus ont guéri, les courbatures se sont estompées, mais l'expérience m'a changé d'une manière que je suis encore en train de traiter, j'ai une compréhension plus profonde maintenant de ce que signifie être vraiment vulnérable, être piégé dans une situation où demander de l'aide semble impossible. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît appuyez sur le bouton s'abonner, ça aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus de meilleures histoires, merci.